y a 2 semaines, Perico Légas, rédacteur en chef au magazine Marianne, officialisait sa candidature aux élections régionales sur une liste MoDem en Indre-et-Loire. Tandis que Philippe Ballard, journaliste politique sur LCI, lui, quittait son poste pour devenir tête de liste du Rassemblement national aux élections régionales en Ile-de-France. Ce n'est pas la première fois que des journalistes se lancent en politique. C'est même un usage typiquement français, de plus en plus courant. Laurent Saïm, Audrey Pulvar, Bruno Roger-Petit, la liste s'allonge régulièrement. Cet état de fait souligne-t-il une porosité, pour ne pas dire une connivence inévitable entre journalistes et politiques? Du reste, les politiques eux-mêmes n'empiètent-ils pas sur le terrain des journalistes en devenant parfois ensuite des chroniqueurs réguliers sur les plateaux télé? La carte de presse ou une carte de parti politique sont-elles solubles dans le débat d'idées? Que de questions. Bonjour Alexis Lévrier. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes professeur, vous enseignez à Reims et aussi à Sciences Po Paris. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur les rapports entre journalistes et politiques, dont le dernier, Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse. Avec nous Françoise Degois, bonjour. Bonjour Philippe. On peut vous entendre pour Sud Radio, voilà, je l'ai dit comme ça chez nos confrères. On peut vous voir sur LCI. Ouais. Vous êtes journaliste politique depuis de longues années et vous avez été la conseillère de Ségolène Royal. Je vais commencer par vous poser à tous les deux une question d'ordre général. De la même manière qu'on dit souvent qu'un journaliste de cinéma rêve de devenir réalisateur, est-ce qu'un journaliste politique rêve au fond de lui, secrètement ou non, de devenir conseiller, ministre ou pourquoi pas président? Françoise Degois. Non, je crois pas. Je pense que ça se fait en marchant. Vous savez, il y a beaucoup de journalistes politiques qui ont juste la vocation d'observer. Moi, j'ai tellement observé. J'étais à France Inter, je co-dirigeais le service politique. Ouais. Et c'est vrai que je suis une femme de gauche. Je l'ai toujours été. Et je travaillais dans une station qui n'était pas, comment dirais-je, très agressive à l'égard de la gauche, si je puis m'exprimer ainsi. Et voilà, à un moment donné, moi, j'ai eu envie de savoir qu'est-ce que ça veut dire prendre une décision politique. Arrêter de la commenter, mais la prendre. Mais je pense que 90% des journalistes politiques n'ont pas ce rêve. Ils aiment commenter le pouvoir, ils aiment regarder le pouvoir, avec une vraie hypocrisie, mais on en parlera tout à l'heure. C'est quand même le bal des Fauderches. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc non, je crois que vraiment, c'est pas... On a l'impression que ça tombe comme des dominos, mais ça n'est pas vrai, c'est quand même assez rare. Le bal des Fauderches, quel teaser. Alexis le bal des Lévrier, Fauderches. avec tous ces journalistes qui rejoignent des leaders de parti, comment ôter de la tête du public qu'il n'y a pas de connivence entre journalistes et politiques? Déjà, moi, je pense que la majeure partie des journalistes, y compris des journalistes politiques, ne sont pas obsédés par l'idée de passer un jour de l'autre côté du miroir. C'est une tentation qui existe. On peut dire que ça existe de l'autre côté. Il y a des politiques qui viennent vers les médias. On se rappelle de Jean-Pierre Raffarin qui, après avoir fait huer les journalistes dans un meeting à Poitiers pendant la campagne de 2017, est devenu chroniqueur pour Laurent Delahousse quelques mois plus tard. Donc les points de passage, ils existent entre les deux mondes et c'est logique parce que ces deux mondes, ils ont vocation à se rencontrer. On n'accepterait pas d'un journaliste politique qui ne soit pas informé, donc qui ne côtoie pas les politiques. À partir de ce moment-là, c'est logique qu'il y ait des engagements et des points de passage. Je crois que ce qui doit accompagner ces points de passage, c'est d'abord de la clarté. C'est ce qui a manqué certainement pour Philippe Ballard, qui l'a pas annoncé à sa rédaction. Philippe Ballard de LCI, qui a quitté la rédaction du jour au lendemain, ou plutôt c'est la rédaction qui lui a indiqué où était la porte, puisqu'il a annoncé du jour au lendemain qu'il allait être candidat aux élections pour le compte du RN. C'est ça, et le lendemain matin, il était sur CNews. D'ailleurs, CNews avait choisi un visuel qui venait de LCI, donc on a le sentiment que c'était la même chose, et il tenait un discours qui était quasiment sur les thèses du grand remplacement, hein, donc très très marqué à droite, alors qu'il n'avait pas du tout cette image-là sur LCI, et il ne l'avait jamais annoncé à sa rédaction, et il est passé en 24 heures d'un monde à l'autre. Ça pose problème. Et par ailleurs, je crois que ce qui doit accompagner ces passages, c'est l'idée que les allers-retours posent problème. C'est pas les allers, c'est logique, et ça n'existe pas simplement en France, mais quand il y a un aller-retour, Françoise, elle est revenue vers le monde des médias, mais avec un statut différent, celui d'éditorialiste. Et quand vous êtes éditorialiste, vous êtes riche de votre parcours, vous l'assumez, vous le revendiquez. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec le rôle d'un journaliste politique qui, lui, doit se tenir à distance et garder une certaine mesure. Avant cela, Françoise Degois, vous étiez une journaliste politique. Vous étiez forcément plus conciliante comme journaliste quand vous étiez en interview avec Ségolène Royal qu'avec, par exemple, Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy. Non, je ne crois pas. Plus conciliante peut-être sur... non, parce que j'ai été très critique. Moi, j'ai couvert la campagne, par exemple, de Lionel Jospin en 2002. Lionel Jospin, pendant la campagne, était furieux. Un jour, il nous avait convoqués, journalistes de France Inter et de Libération et du Monde, en rage, en nous disant, vous savez, quels sont les adversaires d'un candidat socialiste en campagne? Et on lui avait dit non, la droite et la presse de gauche. Et je peux vous dire que la presse de gauche, elle a une tradition, je suis désolé de le dire, et il le sait très bien, notre ami Alexis, elle est très dure, et encore plus dure probablement avec... Juste un mot, je vous interromps un mot. Vous savez qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en train de bondir. France Inter, c'est de la presse de gauche? Non, pas du tout. En tout cas, c'était considéré comme tel par... Le service public n'a pas vocation à être neutre? Bien sûr que le service public est neutre, mais en tout cas, il était considéré par les journalistes de gauche. Vous savez, écoutez, on va arrêter le bal des faux
faux cul. Voilà, c'est pour ça que je dis on va arrêter le bal des faux derches. Vous savez, les grandes leçons de déontologie, les grandes leçons données par des grands pontes, on peut toute la journée dire je suis journaliste, j'ai ma carte de presse, je suis dans la déontologie, et puis le soir on échange des textos sur Telegram avec Emmanuel Macron. Moi, quand j'ai pas travaillé que pour Ségolène, j'ai travaillé aussi pour François Hollande quand la gauche a gagné. Vous voulez que je fasse le bal des courtisans des journalistes. On donne des leçons de déontologie toute la journée, puis on passe par la grille du coq pour aller conseiller le président sur tel ou tel discours. Si vous voulez, c'est là où je rejoins Alexis, il faut être absolument clair, il faut de la clarté. Moi, quand j'ai décidé de changer, j'ai expliqué pourquoi. J'ai dit je peux pas jouer un double jeu. Je peux pas d'un côté commencer à aider Ségolène Royal et de l'autre continuer à l'antenne comme si de rien n'était. Mais moi j'ai été clair. Vous voulez que je vous cite le nombre de gens qui ne le sont pas? On n'a pas le temps. Voilà, vous n'avez pas le temps. Donc je ne le ferai pas d'ailleurs parce que je suis pas une balance. C'est pour ça que je parle du bal des faux culs. La réalité, si vous voulez, c'est que cette porosité, cette influence-là, elle existe. Chacun peut se raconter des histoires en se disant je garde mon indépendance, mais ça existe réellement. Alors s'il y en a un à qui on a reproché ses partis pris éditorialistes, c'est Bruno Roger Petit, quand il écrivait dans le magazine Challenge, alors qu'Emmanuel Macron était à l'époque en campagne. BRP sortait régulièrement des papiers à la gloire du futur président. De fait, il est devenu tout de suite après l'élection le porte-parole de l'Élysée. Et en juillet 2018, on se souvient de sa première intervention, c'était à l'occasion de l'affaire Benalla. On l'écoute. Monsieur Alexandre Benalla, qui est chargé de mission auprès du chef de cabinet de la présidence de la République, a demandé l'autorisation d'observer les opérations de maintien de l'ordre prévues pour le 1er mai. Cette autorisation lui a été donnée, puisqu'il agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé et qu'il ne devait avoir qu'un rôle d'observateur. Il a largement outrepassé cette autorisation et, comme une vidéo l'a montré, est intervenu physiquement pour participer aux opérations de maintien de l'ordre. Sa hiérarchie n'a eu connaissance des faits qu'a posteriori. Il a été immédiatement convoqué par le directeur de cabinet du président qui lui a notifié une sanction disciplinaire. Cette première intervention de Bruno Roger Petit pour défendre Alexandre Benalla a été également la dernière. Il a sauté de son poste 2 mois plus tard. Comment expliquez-vous qu'à de rares exceptions, le passage du journalisme vers la politique se déroule rarement bien, Alexis Lévrier? Alors en fait, BRP, c'est à la fois un cas d'école, c'est-à-dire effectivement d'une difficulté et puis d'une ambiguïté, parce qu'il y avait même eu un communiqué de la Société des journalistes de Challenge en mars 2017 pour s'insurger contre ces éditoriaux qui étaient trop finalement dithyrambiques à l'égard d'Emmanuel Macron. Et à l'époque, il était déjà en lien avec eux, le couple Macron, par le biais d'une boucle Telegram qui s'appelait Jupiter, justement. Donc, et on sait qu'il est à l'origine de la reprise du mot Jupiter, ou en tout cas largement à l'origine de la reprise du mot Jupiter par Emmanuel Macron. Et effectivement, ça se passe assez mal, comme ça s'était assez mal passé pour Laurent Saïm. Alors, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il y avait des fameux Mormons qui supportaient mal les ingérences extérieures. Laurent Saïm, qui était journaliste pour Canal+, et pour CNews, et même iTélé auparavant, et qui était devenu conseillère à communication d'Emmanuel Macron. Mais de manière très brève, et la greffe n'a jamais pris. Et on peut... Alors moi, au début, en préparant Jupiter et Mercure, j'avais le sentiment que c'était la même chose pour BRP. En réalité, pas du tout, puisque vous dites qu'il a sauté 2 mois plus tard. Alors par exemple, ce qu'on vient d'écouter, le son, c'est pas lui, c'est Ismaël Emélien qui avait rédigé ce texte. On l'a envoyé à l'abattoir, quasiment. Et finalement, il est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui dans un rôle de conseiller de l'ombre. Il a un rôle, soit-disant, de conseiller mémoire. En réalité, il fait tout sauf de la mémoire. Il fait plutôt l'avenir. C'est-à-dire qu'il est à l'origine, notamment, de la triangulation d'Emmanuel Macron avec des éditorialistes de Valeurs Actuelles ou de CNews, donc d'une stratégie très méditerranéenne de triangulation avec l'extrême droite et qui fonctionne relativement bien. Donc il est extrêmement influent, donc c'est plutôt une exception. Souvent ces passages se passent mal, mais dans son cas, dans ce rôle de conseiller de l'ombre, on peut dire qu'il est très influent aujourd'hui. Françoise de Gois. Ça se passe mal quand vous êtes, quand les politiques ont cette idée un peu bêta de vous dire vous êtes journaliste, donc vous allez vous occuper des journalistes. Voilà, ça c'est là que ça se passe mal. C'est exactement ce qui est arrivé à Laurent Saïm. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais conseillère spéciale. Un conseiller spécial, c'est le travail de Brené. Un jour, j'ai demandé à Ségolène Royal, qu'est-ce que c'est un conseiller spécial? Elle me dit, c'est quelqu'un qui sait tout faire, mais en mieux. Et donc, ça veut dire, non, ça veut dire les discours. Non, mais c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, c'est les discours, c'est l'organisation des meetings, etc. Si vous cantonnez les journalistes à un simple rôle de conseiller de communication, c'est là que ça foire généralement. Parce que, à un moment donné, il n'y a pas de crédibilité en plus de ça de la part des journalistes, des autres journalistes
journaliste pour ce confrère. Par contre, quand vous prenez vraiment un rôle politique dans un cabinet, ce qui était mon cas, y compris les désignations des candidats, etc., sur les circonscriptions, là, ça fonctionne bien parce que vous apprenez autre chose et vous-même, vous ne vous lassez pas et vous comprenez surtout les rapports de force dans un cabinet qui sont les mêmes qu'au sein d'un gouvernement. Et que se passe-t-il quand un journaliste se présente aux élections? On en parle avec Françoise Degois et Alexis Lévrier. Culture Média continue.